L'intelligence artificielle, on voit bien qu'elle s'installe partout dans nos vies, c'est clair. Mais les sources qu'on a explorées cette fois soulèvent un risque assez, intrigant, celui d'une uniformisation. Une espèce de spirale de mort de l'homogénéisation, c'est l'expression utilisée. L'idée, en gros, c'est que les IA, comme elles apprennent sur des moyennes, elles pourraient finir par gommer un peu ce qui fait nos spécificités. C'est tout à fait un point central des documents, oui. Il suggère que cette tendance à, disons, la moyenne, si on n'y prend pas garde, pourrait, oui, appauvrir la diversité. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve, il montre aussi que nos choix, nos petits choix de tous les jours, face à l'IA, sont loin d'être sans conséquence. Ils peuvent activement aider à préserver cette richesse humaine. Ce n'est pas du tout présenté comme une fatalité technologique, quoi. D'accord. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu quelles stratégies concrètes on peut tirer de ces lectures, et puis de comprendre aussi les enjeux un peu plus larges derrière tout ça. La responsabilité de chacun, l'évolution des modèles économiques de l'IA. Bon, allons-y. Alors, euh, comment on peut agir concrètement si le problème, c'est que les IA poussent vers l'uniformité? Quelles pistes sont proposées dans ce qu'on a lu pour contrer ça au niveau individuel? Alors, il y a plusieurs stratégies qui ressortent assez nettement. D'abord, une idée simple, varier les outils IA qu'on utilise. Ne pas rester fixé sur une seule plateforme, mais alterner entre ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Parce que leurs résultats peuvent être différents. Ah oui. Oui. Ensuite, il y a l'idée d'interroger l'IA de manière plus critique, on va dire. Les textes appellent ça le prompting critique et multiculturel. Bon, en clair, ça veut dire demander explicitement d'autres points de vue, challenger un peu la première réponse qui vient. D'accord. Et on parle aussi de choix de consommation, j'ai vu ça. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de penser que payer pour une IA, comme le suggèrent certains textes, est-ce que ça change vraiment la donne face à des modèles qui sont entraînés sur des quantités massives de données? C'est une bonne question. L'argument avancé, c'est que le modèle payant peut changer la relation. On passerait en quelque sorte d'un statut d'utilisateur-produit, où nos données servent surtout la pub, qui peut uniformiser, à celui de client-acteur, avec potentiellement plus de contrôle. Hmm. Des chiffres cités, 9% des Américains qui paieraient déjà 18% chez les jeunes professionnels. C'est pas énorme, mais c'est une tendance qui émerge. Et puis une autre action qui est présentée comme très forte, c'est de préserver consciemment des moments sans IA. Ce fameux jeune numérique créatif, pour cultiver sa propre originalité. Attendez, les sources donnent des chiffres sur l'impact. J'ai lu quelque chose comme une réduction de 70% de l'homogénéisation culturelle grâce à ces pratiques. C'est énorme, non? Effectivement, ce chiffre est avancé pour illustrer le potentiel. Et les bénéfices seraient cumulatifs et deviendraient vraiment significatifs après, disons, 6 mois d'application régulière. D'accord. Et ça met bien en lumière l'importance de ce que les textes appellent une sorte de responsabilité numérique 2.0. C'est pas juste savoir utiliser l'outil, c'est aussi avoir conscience de comment il marche et de nos interactions avec lui. C'est intéressant, parce qu'il y a une source qui suggère même, un peu paradoxalement, que l'IA pourrait diminuer notre sentiment de responsabilité si on délègue trop nos choix sans y penser. C'est un risque qui est pointé du doigt, oui, d'où l'insistance sur la transparence. Et elle doit être vue comme allant dans les deux sens. Les entreprises doivent être claires sur leurs méthodes. Bon, les AI Act européens poussent dans ce sens, ou même la mission que certaines entreprises affichent, comme AI Maker, qui parle d'accès éthique, de communauté ouverte dans ses statuts. Et de l'autre côté, les utilisateurs doivent être mieux informés de ce qu'il advient de leurs données. Et quand on voit la perspective qui est évoquée, même si elle est lointaine, du stockage de données dans l'ADN, avec une capacité immense, une durée de vie millénaire, ça donne un peu le vertige quand même. Et ça renforce cette idée qu'il faut maîtriser nos infos personnelles. Tout à fait. Ça rend la question du contrôle des données encore plus prégnante, oui. Cette technologie, même si elle semble futuriste, elle illustre bien l'enjeu fondamental actuel, la souveraineté sur nos informations, qui pourrait un jour être littéralement encodée dans notre biologie. Ce qui nous ramène peut-être au cœur un peu philosophique de ces lectures. Ce paradoxe apparent que ce qui nous rassemble, c'est notre différence. C'est présenté comme un bien commun, essentiel, qu'il faut absolument protéger. C'est exactement l'idée. Et les sources insistent bien, ce n'est pas juste une question de principe ou d'équité. La diversité est vue comme une nécessité technique. Pour que les IA soient plus robustes, plus innovantes aussi, chaque choix individuel, varier les outils, questionner, choisir ses services, tout ça participe à façonner un écosystème technologique global qui soit plus respectueux de cette richesse.
Il faut un peu résister à cette optimisation qui pourrait tout universaliser. En résumé, si je comprends bien l'esprit général des documents, l'avenir de l'IA et son effet sur notre diversité, ce n'est pas écrit d'avance. Ça dépend beaucoup des choix conscients qu'on fait, chacun de notre côté, aujourd'hui, pour cultiver nos singularités. C'est le message principal qui ressort, oui. Et juste pour ouvrir un peu la réflexion, euh, les textes effleurent aussi la dimension collective. Au-delà de nos actions personnelles, ils laissent un peu cette question en suspens. Comment est-ce que l'engagement citoyen, une participation plus active à la gouvernance de l'IA, pourrait amplifier tout ça? Comment s'assurer, ensemble, que la technologie sert vraiment la pluralité humaine? Voilà, c'est une piste de réflexion qui est laissée ouverte.